Dans la deuxième partie de ce premier cours, on va donc commencer à écrire des programmes en Scheme. Donc on va voir d'abord comment on peut évaluer des expressions en Scheme, ensuite comment on peut définir des fonctions. Donc une fonction a des paramètres et retourne un résultat. Ces paramètres et ce résultat peuvent être de type varié. On peut avoir des fonctions qui manipulent des nombres, ou bien des booléens, ou bien des caractères, des chaînes de caractères, des listes. Et on peut même en Scheme avoir des fonctions qui manipulent d'autres fonctions, même si on ne va pas voir ça dans cette UELIF AP2. Mais vous pouvez aller voir sur le site web la section pour aller plus loin, pour voir des fonctions qui manipulent d'autres fonctions. Donc pour écrire un appel de fonction, la syntaxe est la suivante. On ouvre la parenthèse, on met le nom de la fonction, les paramètres et on ferme la parenthèse. Et les paramètres sont séparés par des espaces. Entre le nom de la fonction et le premier paramètre, c'est aussi un espace. Donc on n'a pas de virgule ou de point-virgule. Ensuite, en termes de sémantique, c'est-à-dire quel est le sens de ce qu'on écrit, il faut qu'on donne à la fonction le bon nombre d'arguments et puis le bon type pour chacun des arguments. Donc par exemple, là, on ouvre la parenthèse, on appelle la fonction plus avec en argument deux nombres, 5 et 13. Et on ferme la parenthèse. Ça nous renvoie le résultat de l'addition qui est égal à 18. Si on demande la soustraction 10 moins b, ça va nous renvoyer la valeur 10 moins b si b a une valeur numérique. Et si b n'a pas une valeur numérique, ça va faire une erreur. Et puis là, on voit un exemple, on a une expression, on appelle la fonction plus, qui a deux arguments, qui sont eux-mêmes des appels de fonction, donc la fonction multiplier avec les arguments 2 et 5, et la fonction soustraire avec les arguments 3 et 1. Donc ça fait 2 fois 5, 10, 3 moins 1, 2, et on fait la somme des deux, ça nous retourne 12. Par contre, si on appelle la fonction multiplier avec un seul argument, c'est pas correct, on attend au moins deux arguments pour la fonction multiplier. Et si je dis divise 5 par une chaîne de caractères qui est égale à la chaîne de caractères A, ça ne va pas aller en termes de type. Voilà, donc Scheme est un langage où les types sont importants, même si on ne les déclare pas. Donc pour évaluer l'appel à une fonction, Scheme utilise le processus suivant. Il commence par évaluer chacun des arguments. Donc par exemple, ici, il va commencer par évaluer cet argument-là, puis celui-là, et ensuite appliquer la fonction plus. Ensuite, une fois qu'il a évalué chacun des arguments, il regarde s'il connaît la fonction. S'il ne la connaît pas, il affiche un message d'erreur. S'il la connaît, il applique la fonction au résultat de l'évaluation des arguments. Puis, il affiche le résultat. Donc, c'est un processus récursif parce que quand il évalue chacun des arguments, il procède de la même manière. C'est-à-dire qu'on lui dit ici, il faut d'abord évaluer cette expression-là. Pour évaluer cette expression-là, il évalue le 2, le 5, puis il applique la fonction multiplier. Ça donne 10. Ensuite, on évalue le deuxième argument, qui est lui-même l'appel de la fonction moins sur les résultats de l'évaluation de 3 et 1. Et seulement quand on a le 10 et le 2, on applique la fonction plus. Donc les erreurs que vous allez commettre souvent au début en TP, donc vous avez vu que la syntaxe, c'est j'ouvre la parenthèse, le nom de la fonction, espace, premier argument, espace, deuxième argument. Donc si vous écrivez 1 plus 2, ça ne va pas parce qu'il faut que le nom de la fonction soit écrit tout de suite après la parenthèse ouvrante. C'est ce qu'on appelle une notation préfixe. On met d'abord l'opérateur. Et donc là, si vous écrivez dans ce sens-là, il va vous dire 1, moi j'attends une fonction et ce n'est pas une fonction. Donc ça fait une erreur. Ou là, si vous faites une fonction toto, puis vous écrivez quelque chose qui dans votre tête est une liste, lui, derrière une parenthèse ouvrante, il attend une fonction. Donc là, il croit que c'est la fonction 1 appliquée aux arguments 2 et 3. Donc ça va faire une erreur. Donc, il y a certains cas
où le processus d'évaluation de l'expression ne se passe pas exactement comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire les arguments ne sont pas évalués avant l'application de la fonction, et donc ce sont des fonctions qui sont prédéfinies et qu'on appelle des formes spéciales. On va voir des exemples de formes spéciales juste après. Sinon, ce qu'on appelle d'habitude en programmation des variables, on appelle ça en langage Scheme des symboles, parce qu'en fait, vu qu'on est en programmation fonctionnelle, on ne peut pas faire changer la valeur d'une variable. On n'écrit jamais a égale a plus 1, parce qu'en fait, on applique une fonction à des paramètres qui peuvent être des variables. Ça nous donne une nouvelle valeur à laquelle on va appliquer une nouvelle fonction. Donc voilà, l'affectation, c'est attribuer une valeur à un symbole, et pour ça, on utilise la forme spéciale define. Donc par exemple, je définis le symbole A et je lui donne la valeur 5. Je définis le symbole B et je lui donne la valeur 2. Et ensuite, on peut demander à calculer plus AB, c'est-à-dire A plus B, et ça nous donne 7. Alors, je vous parlais de formes spéciales. Donc, il y a des fonctions un peu spécifiques. La première, c'est la forme spéciale quote, qui permet d'empêcher l'évaluation. C'est-à-dire, si je lui dis définis le symbole A et donne-lui la valeur 5, si ensuite je demande quelle est la valeur de A, il va me donner 5. Mais si je mets quote de A, il va me dire j'évalue pas, contrairement à ce que je fais d'habitude, je n'évalue pas l'argument parce que c'est la fonction, la forme spéciale quote, et dans la forme spéciale quote, on ne doit pas évaluer l'argument. Et donc si j'écris quote, parenthèse ouvrante, plus 1, 2, il ne me calcule pas 3. Il renvoie l'argument tel quel. Et donc la fonction quote, comme on s'en sert très souvent, on peut la remplacer par une apostrophe simple qu'on appelle une quote. Et donc quote de parenthèse ouvrante plus 1, 2, ça renvoie parenthèse ouvrante plus 1, 2 et ça ne fait pas le calcul. Donc je vais vous montrer tout de suite ça en utilisant l'environnement dans lequel vous allez programmer avec le langage Scheme. Donc c'est un environnement qui s'appelle Racket, Dr Racket. Depuis la page web de l'UE, donc vous pouvez aller sur le site où vous pouvez télécharger cet environnement. C'est un environnement qui est gratuit, que vous pouvez installer sous Windows, sous macOS ou sous Linux, selon ce que vous avez chez vous, et qui vous permettra donc de travailler chez vous et de faire les TP. Donc la partie en haut nous sert d'éditeur, en fait, et c'est là où on va définir les fonctions. Pour l'instant, on regarde juste la partie en bas, où on peut écrire, par exemple, define A5, et ensuite demander quelle est la valeur de A. Donc ce qu'on a vu, c'est que si on met plus 1, 2, il va nous calculer. Par contre, si je mets quote plus 1, 2, il ne calcule pas. Il nous renvoie juste ce qu'on a écrit. Et donc on peut mettre ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est-à-dire une liste qui contient AB, et ça nous renvoie juste la liste AB. Tandis que si je ne mets pas de quote, il va croire que je veux appliquer la fonction A au paramètre B, et là ça va... alors déjà ça me dit que ça ne va pas parce que B, je ne l'ai pas défini auparavant. Mais si je veux appliquer la fonction Toto à A, que j'ai défini, je crois, parce que A, on a dit que ça valait 5, cette fois-ci, ce qu'il va dire, c'est qu'il ne connaît pas la fonction Toto. Voilà. Donc on a une autre forme spéciale qui est l'inverse de la fonction quote, qui est la fonction eval et qui force l'évaluation. Donc cette fonction eval, vous n'en aurez pas besoin dans les premiers TP, mais c'est le moment de vous en parler parce que c'est celle qui va avec la fonction quote. Donc vous reviendrez sur cette diapo-là quand vous aurez besoin. Donc si j'écris eval de quote 2 plus 3, 2, en fait, quote n'évalue pas le paramètre, mais eval force l'évaluation, c'est-à-dire qu'il prend le résultat du quote, qui est parenthèse plus 3, 2, et eval l'évalue, et donc on obtient 5. Si par exemple, donc là ça sert à rien de faire eval quote, mais
à quoi ça peut servir? Donc imaginez que vous définissez un symbole Toto et vous lui donnez la valeur 5. C'est-à-dire que vous avez défini une case mémoire qui s'appelle Toto et dedans vous mettez la valeur 5. Ensuite, si vous écrivez define tata toto, define, il évalue la valeur du deuxième argument. Donc il va voir la variable toto, il trouve 5 dedans, donc toto est remplacé par 5, et il met cette valeur 5 dans une variable qu'il appelle tata, donc dans une case mémoire qui s'appelle tata, et il y a la valeur 5. Donc après, quand je demande la valeur de tata dans l'environnement, il va me dire ça vaut 5. Imaginez que je fasse define titi quote toto. Ça veut dire que je définis une case mémoire que j'appelle titi et la valeur que je mets à l'intérieur, là vous voyez j'ai mis une quote, pas comme pour tata, et donc il l'évalue, mais comme il y a la quote, il l'évalue pas et la valeur qu'il y a dedans c'est toto. Et c'est pas 5. Donc si je demande quelle est la valeur du titi, il va me répondre toto, c'est ce qu'il y a dans titi. Et donc, si je veux obtenir 5 à partir de titi, il faut que je fasse éval de titi. Parce que éval, il évalue l'argument. Titi, ça vaut toto. Et ensuite, on fait éval de toto et on regarde, toto, ça vaut 5. Voilà à quoi peut servir la fonction éval. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de définir des petits programmes dans ce langage Scheme, donc de définir des fonctions. La syntaxe pour définir une fonction, c'est ouvre la parenthèse, define, le nom de la fonction, c'est-à-dire le nom que vous voulez donner à votre fonction. Par exemple, on peut définir une fonction qu'on va appeler plus 1. Ensuite, vous pouvez tout écrire sur la même ligne, mais c'est mieux de passer à la ligne parce que c'est plus lisible pour nous, humains. Et quand vous allez voir que dans l'éditeur, quand vous passez à la ligne, ça indente le programme. Donc, sur la deuxième ligne, vous mettez parenthèse ouvrante, lambda et la liste des paramètres. Donc ici, on écrit une fonction qui prend un paramètre qui est x. Et ensuite, la liste des instructions, enfin l'instruction qui peut être une composition d'instructions avec les fonctions. Et ensuite, on ferme ici la parenthèse qu'on a ouverte ici, puis là, on ferme la parenthèse du define. Vous voyez, là, on a la liste des paramètres, il y a juste x. Là, c'est le corps de la fonction, c'est-à-dire ce que ça calcule. Donc, par exemple, x plus 1. Là, je ferme la parenthèse de l'appel à la fonction plus. Ensuite, je ferme la parenthèse du lambda et je ferme la parenthèse du define. Donc, si on écrit ça dans notre environnement Racket, on fait ouvrir la parenthèse, define, plus 1. Je passe à la ligne et là, il m'a indenté. Vous voyez, il est passé un petit peu en avant parce que je suis dans l'écriture du define. Donc là, je mets lambda et la liste des paramètres. Donc on a dit il y a un paramètre x. Je passe à la ligne et là, j'écris le corps de la fonction, c'est-à-dire l'expression qui est en fonction de x et ce que je veux retourner comme résultat. Et donc, c'est x plus 1. Là, vous voyez, l'éditeur, il vous montre ce que vous êtes en train de fermer. Donc là, on ferme le plus. Donc quand vous écrivez les fonctions, au fur et à mesure que vous fermez, vous vérifiez que ça ferme bien ce que vous voulez. Ensuite, on ferme encore une parenthèse, c'est le lambda, puis on ferme le define. Et là, on peut essayer notre fonction. Donc ce que je vous conseille, c'est d'enregistrer votre fichier là où vous voulez. Donc je peux vous montrer comment ça marche. Donc là, je vais l'enregistrer sur mon bureau. J'appelle ça cours 1. Et il y a une extension .racket, RKT. Donc quand vous avez enregistré votre fichier, vous pouvez l'essayer. Donc il faut ici utiliser le bouton Run pour qu'il regarde si votre fonction est correcte et qu'il intègre qu'il y a une nouvelle fonction qui s'appelle plus 1. Donc après, pour tester, on regarde la partie basse de la fenêtre et on appelle la fonction plus 1 avec un paramètre x, par exemple, égal à 4. On ferme l'appel de fonction et il nous dit ça fait 5.
Donc, ce qu'on a écrit comme fonction, on n'a pas du tout écrit quelle était sa spécification. Donc, ce qu'on vous demande dans cette UE, c'est de mettre au minimum une description de ce que fait la fonction en commentaire au-dessus de la fonction. Donc, pour mettre des commentaires, on met un point-virgule et tout ce qui est après le point-virgule est un commentaire. Sur la ligne où vous écrivez le define, vous mettez en commentaire le type du résultat. Sur la ligne où il y a le lambda, le type des paramètres. C'est-à-dire que normalement, j'aurais dû écrire comme ça. Pardon. Au-dessus, c'est une fonction qui ajoute 1 à un nombre. Commentaire, elle renvoie un nombre. Commentaire, x, c'est un nombre. Et ça, il faut le faire avant d'écrire le corps de la fonction. Parce que quand vous écrivez l'entête de votre fonction et que vous écrivez les types, en fait, c'est important parce que quand on va écrire des fonctions plus compliquées et qu'on va écrire le corps de la fonction, on va vérifier les types des paramètres, le type du résultat, si on renvoie bien le bon type. Donc, je vous invite vraiment à écrire les commentaires là sur ces 3 lignes, en particulier les types sur les 2 premières lignes de la fonction. Dès que vous écrivez l'entête, quand vous avez compris l'énoncé, ce qu'on cherche à faire, avant d'écrire le corps de la fonction lui-même. Donc, c'est vraiment important à la fois pour les autres, mais aussi pour vous aider à écrire la fonction. Et donc, quand vous écrivez pas ces 2 éléments en commentaire avec le type des paramètres et le type du résultat, à chaque fois, on va vous compter qu'il y a quelques points en moins sur le travail que vous avez fait, pour vous inciter à bien prendre cette habitude. Ensuite, la fonction alternative, c'est ce qui va nous permettre d'écrire des si alors sinon dans le langage Scheme. Donc la syntaxe, c'est ouvrez la parenthèse, if, la condition, c'est le premier paramètre. Ensuite, la valeur à renvoyer quand la condition est vraie, c'est le deuxième paramètre. Et ensuite, la valeur à renvoyer quand la condition est fausse, c'est le troisième paramètre. Donc par exemple, je peux dire si 3 est plus grand que 2, eh ben, on renvoie une constante là qui est un symbole où je mets un quote, je renvoie juste yes et sinon je renvoie no. Si je demande si 2 est plus grand que 3, yes, no, bah, il va me renvoyer no parce que la condition ici est fausse. Et je peux bien sûr écrire si 3 est plus grand que 2, je renvoie 3 moins 2, sinon je renvoie 3 plus 2. Comme 3 est plus grand que 2, c'est ça qui va renvoyer, c'est-à-dire 3 moins 2, c'est égal à 1. Donc à partir du moment où on a l'alternative ou conditionnelle, on va pouvoir écrire des programmes un petit peu plus intéressants. Et puis pour pouvoir écrire ces fonctions plus intéressantes, eh ben vous allez aussi pouvoir utiliser toutes les fonctions qui sont prédéfinies dans le langage Scheme. Donc vous avez des fonctions pour faire des calculs numériques, donc le plus, le moins, le multiplier, le diviser, la racine carrée, le minimum de plusieurs nombres, le maximum de plusieurs nombres, la valeur absolue, etc. Donc là, après, il faut regarder dans la doc ce qui existe en fonction de ce dont vous avez besoin. Et puis, on a les opérateurs booléens qu'on a vus dans le cours précédent. Donc, la négation, not. Donc, vous pouvez utiliser les valeurs booléennes true, false, écrit en toutes lettres, ou dièse T pour true et dièse F pour false. Donc, note de true, ça va renvoyer false. Si vous dites un et entre 3 supérieur à 2 qui est vrai et 2 supérieur à 5 qui est faux, bah, vu qu'il y en a un des deux qui est faux, ça va nous renvoyer faux. Et si vous dites un ou entre 3 supérieur à 2 qui est vrai et 2 supérieur à 5 qui est faux, bah, vu qu'il y en a un des deux qui est vrai, le ou est vrai. Vous avez aussi des opérateurs de comparaison, donc sur les nombres, le égal, inférieur, supérieur, égal, supérieur égal. Vous avez la fonction equal, point d'interrogation, qui renvoie vrai si les paramètres sont égaux. Donc ça prend 2 paramètres et ça marche pour tout, y compris des listes d'éléments. Vous avez des fonctions booléennes. Donc vous voyez, en Scheme, il y a une convention qui est que toutes les fonctions qui permettent de faire des tests, c'est-à-dire qui renvoient vrai ou faux, se terminent par un point d'interrogation. Donc c'est aussi quelque chose, une convention qu'on va essayer de suivre. Nous, quand on va définir une fonction booléenne, on va lui donner un nom qui termine par un point d'interrogation.
Si vous ne le faites pas, ça ne va pas empêcher la fonction de marcher, mais c'est pour que ça soit bien clair au niveau des types que ça renvoie un booléen. Donc là, vous avez des fonctions qui permettent de tester le type d'un objet. Est-ce que le paramètre est un booléen? Est-ce que c'est un nombre? Est-ce que c'est un symbole? Est-ce que c'est une chaîne de caractères? Bon, il y en a d'autres. Puis vous avez des fonctions numériques comme le modulo qui peut être intéressant dès qu'on va écrire des fonctions sur des nombres. Donc le reste de la division de 12 par 5, ça fait 2. Le reste de la division de 5 par 12, ça fait 5, puisqu'en fait ça fait 0, il reste 5. Donc on va essayer d'écrire notre première fonction récursive en scheme. On veut écrire une fonction qui calcule le factoriel d'un nombre entier. Donc qui étant donné n, calcule factoriel n. Donc comme on a vu dans le cours précédent, on a 3 questions à se poser pour trouver la méthode qu'on veut utiliser, une méthode récursive qui va nous permettre de faire ce calcul. Donc moi, j'ai comme paramètre n et je veux calculer factoriel n. Donc première question que je me pose, sur quoi je vais faire l'appel récursif? Donc quand on a un entier, la plupart du temps, on va faire l'appel récursif sur cet entier moins 1. Et l'appel récursif sur n-1, là je suppose que tout se passe bien, ça va donc me donner factoriel n-1. Et la deuxième question que je me pose, c'est comment je passe du résultat de cet appel récursif, qui vaut donc factoriel de n-1, au résultat que je cherche, qui est factoriel n. Là, ce que je fais, c'est que je vais multiplier factoriel n-1 par n pour obtenir factoriel n. Donc j'ai répondu à mes 2 premières questions. La troisième question, c'est quel est le cas d'arrêt? Le cas d'arrêt, c'est que si on a n et qu'on enlève 1, au bout d'un moment, on va arriver à n égale 1 ou n égale 0, et dans ce cas-là, on sait quelle est la valeur qu'il faut renvoyer. Donc en fait, le cas d'arrêt, ça va être si n est égal à 0, le résultat c'est 1, et sinon, au lieu d'utiliser cette définition de la factorielle qui serait une définition itérative qu'on pourrait programmer avec une boucle, qui est de dire c'est 1 fois 2 fois 3 fois n, on utilise la définition récursive qui dit que pour n strictement positif, factoriel n, en fait, c'est n fois factoriel de n-1. Ensuite, on va définir cette fonction factorielle en mettant en œuvre la méthode qu'on a vue là. Donc, on va le faire ensemble directement dans notre fichier raquette. Donc, je définis la fonction factorielle. Ici, je mets en commentaire que c'est une fonction qui renvoie un entier. Elle prend en paramètre n, qui est un entier. Et donc là, je commence if cas d'arrêt. Je vous ai dit dans le cours précédent, la structure d'une fonction récursive, c'est si je suis dans le cas d'arrêt, voilà le résultat. Sinon, je fais un appel récursif et ensuite je fais un calcul. Donc là, le cas d'arrêt, c'est si n est égal à 0, on renvoie le résultat qui est 1. Donc, on est toujours dans une notation préfixe. Donc, j'appelle la fonction égale en disant est-ce que n... Je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, je recommence. Si n est égal à 0, dans ce cas-là, je renvoie factoriel de 0, c'est-à-dire 1. Et sinon, j'ai dit, il faut faire un appel récursif sur factoriel de n-1. Donc j'écris factoriel de n-1. Donc n-1, je le calcule en appliquant la fonction moins avec comme argument n et 1. D'accord? N-1 s'écrit comme ça. Et là, j'ai factoriel de n-1. Et factoriel de n-1, je le multiplie ensuite par n. Et donc, vous voyez, le ensuite, ça va être en fait composer une fonction. Je multiplie factoriel n-1 par n. Donc, le n, je peux le mettre ici ou là, la multiplication étant commutative. Je ferme le multiplier. Ensuite, je ferme le if, puis le lambda, puis
le define. Là, j'avais oublié de dire n, c'est un entier. Voilà, j'enregistre et je vais essayer de tester ma fonction factorielle. Donc, factorielle de 3, et il me répond 6. Bon, ça a l'air de bien marcher. Après, comme on a vu dans le cours précédent, il faut vérifier que ça marche aussi pour les cas limites. Donc, par exemple, n égale 0. Et si on veut regarder ce qui se passe en détail, alors il faut que je change de niveau de langage. Donc ça, vous allez voir que dans le sujet du premier TP, il y a différents niveaux de langage en Racket parce que c'est quelque chose qui est fait pour l'enseignement. Là, je me mets en étudiant débutant pour pouvoir vous montrer quelque chose que je ne pouvais pas faire dans le niveau de langage plus expert dans lequel j'étais tout à l'heure. Donc, si je dis, je voudrais voir ce qui se passe quand j'appelle factoriel de 3, je sélectionne factoriel de 3 et je clique ici sur Step. Et donc, je vais avoir cette petite fenêtre qui me montre ce qui se passe en détail. Donc, la fonction factorielle, là, j'appelle factoriel de 3, et donc il remplace factoriel de 3 par le code de factoriel, qui est le if n égale 0, etc., mais pour n égale 3. Donc, ce qui s'exécute ici, c'est ce qui est en violet. J'avance d'une étape, donc le est-ce que 3 égale à 0, il remplace par false. J'avance d'une étape. On a dit si false, il faut faire 3 fois factoriel de 3 moins 1. Donc, il appelle 3 fois factoriel de 3 moins 1. Donc 3 moins 1, ça fait 2. Donc il va appeler factoriel de 2. Et là, vous voyez que factoriel de 2, il le remplace par le code de factoriel avec n est égal à 2. Donc là, c'est l'appel récursif. Il exécute comme ça. Est-ce que 2 est égal à 0? Non. Donc je fais 2 fois factoriel de n-1, donc de 2 moins 1. Ça fait factoriel de 1. Et là, pour exécuter factoriel de 1, je recopie le code de factoriel avec n égale 1. Est-ce que 1 est égal à 0? Non. Donc je fais une fois factoriel de n-1. Ça fait donc factoriel de 0. Et je recopie le code de factoriel avec n égale 0. Est-ce que 0 est égal à 0? Ah bah oui, cette fois-ci c'est vrai. Et donc, je fais le alors qui est donc renvoyé 1. Je suis arrivé au cas d'arrêt et maintenant je vais remonter des appels récursifs en disant je remonte dans factoriel de 1. On avait dit c'est 1 fois factoriel de 0, donc ça fait 1 fois 1, ça fait 1. Factoriel de 2, c'était 2 fois factoriel de 1 qui vaut 1, donc factoriel de 2, ça vaut 2. Et factoriel de 6, ça vaut 3 fois 2. Factoriel de 3, pardon, ça vaut 3 fois 2, c'est-à-dire 6. Et là, j'ai terminé mon évaluation. Donc ça vous permet de voir pas à pas ce qui se passe quand vous exécutez une fonction si ça ne se passe pas comme vous voulez. Donc ça, c'est le code qu'on a écrit. Et on va ensuite écrire, pour terminer, une autre fonction récursive. On voudrait écrire une fonction qui, étant donné un nombre x et un entier positif n, calcule x puissance n. Donc, j'ai deux paramètres cette fois-ci. J'ai le nombre x et l'entier n. Et je veux obtenir x puissance n. Donc, comme on a fait précédemment, on va se poser trois questions. La première, c'est sur quoi je vais faire l'appel récursif. Je vais utiliser la définition récursive de la puissance qui dit que x puissance n, c'est x fois x puissance n-1. Et donc, je vais appeler ma fonction sur x et n-1. Là, au moment où je conçois la fonction, je suppose que ça va me donner le résultat que je cherche, c'est-à-dire x puissance n-1. Et ensuite, je me pose la deuxième question. Comment je passe du résultat de cet appel récursif à x puissance n? Je multiplie par x. Comme ça, je vais avoir x fois x puissance n-1, et c'est bien ce que je cherche, c'est-à-dire x puissance n. Donc, pour écrire la troisième question qu'il faut se poser, c'est quel est le cas d'arrêt? Vu que x puissance n
fait un appel récursif sur x puissance n-1, qui va lui-même faire un appel récursif sur x puissance n-2. À un moment, je vais arriver à x puissance 0, et pour x puissance 0, le résultat, c'est égal à 1. Donc ça, c'est mon cas d'arrêt. Et puis là, comme tout à l'heure, on utilise la définition récursive de la puissance qui dit que x puissance n, c'est x fois x puissance n-1. Si on avait voulu écrire ça en itératif, on aurait peut-être fait une boucle qui multipliait n fois par x. J'écris ensuite ma fonction puissance en disant la fonction que je veux écrire, elle doit renvoyer un nombre. Elle prend en paramètre deux nombres, x et n. Donc vous voyez, on met pas d'espace, on met un espace entre les deux, on met pas de virgule ou de point-virgule, etc. Donc là, je dis x, c'est un nombre, n, c'est un entier positif. Je mets if le cas d'arrêt. Si n est égal à 0, le résultat, c'est 1. Et le sinon, ça c'est le test, la condition, ça c'est le alors, ça c'est le sinon. Les trois paramètres du if, on les met en ligne au lieu de tout mettre sur la même ligne pour que ce soit plus lisible. Le sinon, c'est si n est strictement supérieur à 0, je fais l'appel récursif à x puissance n-1, donc la fonction puissance avec le paramètre x, le paramètre n-1, et ce résultat-là, je le multiplie par x. Donc, si on regarde ce qui se passe quand on définit cette fonction puissance puis qu'on essaye de la faire marcher, donc c'est une fonction qui renvoie un nombre. Elle prend en paramètre x un nombre, n un entier. On a dit le cas d'arrêt, c'est si n est égal à 0, x puissance 0, ça vaut 1. Et sinon, le résultat, c'est x multiplié par x puissance n-1, donc puissance x n-1, je ferme le n-1, le puissance, le multiplier, le if, le lambda et le define. Et ensuite, je vais essayer de calculer puissance, par exemple, 2 à la puissance 3. Et il me dit ça fait 8. Si je regarde dans le détail ce qui se passe, donc en pas à pas, comme tout à l'heure, on peut le faire aussi, nous, à la main, sur un papier, ça va plus vite. Mais 2 puissance 3. Alors oui, alors d'abord, il me fait factoriel de 3, donc je vais enlever celui-ci. Donc là, il y a le code de la fonction puissance pour x égale 2 et n égale 3. Donc est-ce que n est égal à 0? Non. Donc on appelle puissance 2, 2, donc 2 puissance n-1, 2 puissance 2, qui lui-même appelle 2 puissance 1, qui lui-même appelle 2 puissance 0. Pour n égale 0, on a dit on renvoie 1. Donc 2 puissance 0, ça renvoie 1. Et ensuite, je remonte des appels récursifs en disant ça fait 1 que je multiplie par 2, puis par 2, puis par 2. Et donc ça me renvoie 8. Voilà, donc en TD, on va écrire des fonctions, comme ça, d'abord par récursive et ensuite récursive, et puis on va dérouler à la main les fonctions, et ça c'est comme ça que vous allez bien comprendre comment marche la récursivité.